bonsoir à tous. Alors, il va va commencer. On va faire le SPF. Un peu de théorie en fait. J'aimerais bien faire des maths de SPF. Pas pour tout de suite, on va déjà regarder un petit peu plus dans le détail de la théorie. La base déjà. Peut-être qu'il y aura un stream pour approfondir un petit peu la théorie. Parce qu'il y a pas mal de choses à dire que SPF, c'est un protocole qui est assez complexe. Donc on verra. Peut-être qu'il y aura plusieurs lives là-dessus. Pour l'instant, je suis fixé. On va commencer tout de suite. Alors, OSPF, c'est un protocole de routage. Je vais tout de suite mettre ma tablette. Ok. Yes, parfait. Donc OSPF, c'est un protocole de routage. Je vais pas forcément rappeler ce que c'est qu'un protocole de routage, mais pour faire très simple, quand on a des routeurs, que ce soit sur internet, sur un réseau local ou autre, ils sont connectés entre eux, et chacun connaît des routes vers des destinations. En fait, ces destinations-là, ça va être des réseaux. Donc un réseau, on va avoir un réseau ici avec un PC, on va avoir peut-être un autre réseau ici avec un autre PC, et puis là il y aura un autre routeur en fait avec encore d'autres réseaux ici, etc., etc. On voit qu'on peut avoir des choses qui sont maillées comme ça. Ici on a un maillage, c'est-à-dire que les routeurs ils sont connectés les uns aux autres de façon plus ou moins arbitraire. On peut aussi avoir un maillage comme ça par exemple, où là tous les routeurs ici sont connectés à tous les routeurs. Bon, il y a plein de façons de faire du réseau. Là c'est pas vraiment du vrai design pour l'instant, on va regarder un peu la théorie, on verra pour le design plus tard. Donc OSPF c'est un protocole de routage, c'est-à-dire qu'il va nous permettre à chacun de ces routeurs là d'annoncer les routes qu'ils connaissent vers les différentes destinations. Quand je dis qu'ici par exemple c'est un réseau, ça veut dire qu'on a par exemple 192.168.1.0/24. Ça c'est un réseau. En fait ce routeur là, il connaît ce réseau là, il sait le joindre, il est dedans. Il a une IP à l'intérieur de ce réseau là, ça peut être .1 par exemple. Et dans ce réseau là, on a un serveur qui est en .10 par exemple. Ce routeur, il va annoncer ce réseau à ce routeur là, qui lui en retour va l'annoncer ici, ici, etc. Afin que à la fin, ce routeur là sache joindre le réseau ici. Et du coup, ce PC là, dont généralement la passerelle par défaut c'est ce routeur, puisse joindre ce PC qui est là. Ça c'est la base du réseau, hein. C'est les protocoles de routage. Normalement j'ai perdu personne. Enfin je sais pas qui me regarde en fait, donc à voir. Ok, j'efface un peu mes gribouillis. Ouais, j'ai bindé un CTRL Z sur ma tablette, du coup je vais être beaucoup plus efficace que d'habitude. Attention. Ok, alors OSPF, c'est un protocole de routage de type link state. Alors, à état de lien, en fait. Link state. Ça veut dire une chose, ça veut dire qu'en gros, globalement, tous les routeurs de la topologie, ils vont connaître la cartographie complète de la topologie. Donc tous les routeurs connaissent tous les routeurs, et tous les routeurs connaissent tous les réseaux auxquels sont connectés tous les autres routeurs. Donc en fait, chaque routeur, en gros, va s'annoncer en disant bah voilà, moi je connais tel réseau, tel réseau, tel réseau. Et chacun va s'échanger ces informations-là jusqu'à ce qu'il y ait une topologie complète qui ait été cartographiée par chacun des routeurs. Donc chaque routeur connaît toute la carte. C'est pas le cas de tous les protocoles de routage, par exemple BGP ou EIGRP ne fonctionnent pas comme ça. Ils n'ont pas toute la carte. C'est d'autres systèmes, on pourra en parler plus tard. Donc c'est assez important, ça va impliquer l'utilisation du protocole hyper connu en informatique, pas le protocole, l'algorithme, de Dijkstra. Alors je crois que c'est écrit comme ça, Dijkstra. Il me semble que c'est ça. Dijkstra c'est un mathématicien qui a inventé un protocole qui permet globalement de connaître le plus court chemin pour accéder de n'importe quel point à n'importe quel point d'un graphe. Donc vous avez un graphe quelconque, vous déroulez l'algorithme de Dijkstra, qui est pas très compliqué, et vous obtenez pour un point donné la distance minimale pour atteindre n'importe quel point. Par où il faut passer pour atteindre n'importe quel point. La liste des nœuds. Alors ça nous intéresse bien en réseau, parce que généralement on veut passer par le plus court chemin. Alors c'est pas toujours le cas, en BGP on va me dire oui c'est pas vrai.
Généralement, OSPF c'est déployé dans un réseau interne et généralement, on veut passer là où c'est le plus court. On n'a pas envie de faire le tour du monde pour joindre notre voisin. Alors, le plus court chemin, on peut mettre une petite, un petit bémol là-dessus. Enfin, bémol, pas un bémol, une nuance. En fait, est-ce que ce lien-là, il vaut autant que ce lien-là? Est-ce que, ou qu'un autre lien? Est-ce que ce lien-là, par exemple, il a la même valeur que ce lien-là? En gros, est-ce qu'il faut mieux passer par là ou par là pour atteindre la destination à partir de lui? Je vais changer de couleur, ce sera plus clair. Voilà. En gros, est-ce qu'il faut plutôt faire ça? Plutôt faire ça? Ou est-ce que les deux chemins sont identiques? Bah, on peut se dire, on va faire ni l'un ni l'autre, on va passer en direct. Ici. Oui. Ça a l'air plus court. Ça a l'air plus court, mais peut-être que ce lien-là, il est tout moisi. Peut-être que c'est un lien en 10 mégasecondes, tout nul, de secours, mais vraiment, ça passe par une très vieille fibre multimode à la con. Et en fait, faut mieux pas passer par là. Ben ça, OSPF il est capable de le gérer. On va avoir des pondérations sur, donc ça s'appelle des coûts, sur les différents liens. C'est plutôt pratique parce que ça va permettre de favoriser les chemins globalement qui ont la meilleure bande passante. Tout ça c'est paramétrable. On peut très bien dire arbitrairement que ce chemin a une bande passante nulle si on veut pas que les paquets passent par lui. Quand on parle de paquets ici, on parle bien des flux qui vont utiliser notre réseau. On ne parle pas des annonces de routage. On parle du plan de données. Alors, il faut que... Je vais brancher ma souris, ça va être l'enfer. Ok. Je relis mes notes parce que OSPF, il y a beaucoup de choses et j'aimerais bien l'aborder dans un sens qui soit cohérent. Donc en gros, on a un ensemble de routeurs qui s'échangent des informations. Ces informations-là, on les appelle les LSA. Pour Link State Advertisement, tout simplement. Une fois que ces routeurs-là se sont échangés les LSA, ils ont une cartographie du réseau. Chaque routeur a une carto à jour de tout le réseau. Donc bon là on commence déjà à se dire il faut pas que le réseau soit gigantesque. Oui effectivement, même s'il y a des astuces pour aider OSPF à grossir. On le verra beaucoup plus tard. Les LSA en fait elles vont être stockées dans une base de données qui s'appelle la LSDB. Database, ouais, DB. LSDB. Ok. Bon ça c'est du vocabulaire, on s'en fiche un peu en réalité. Si le son sature, dites-le moi, j'ai changé un peu mes paramètres, j'ai ajouté du gain. Je pense que ça va, mais si le son est affreux, dites-le moi. Donc quand on ajoute un réseau, par exemple ici, pouf, j'ajoute un réseau à ce routeur-là. Bah lui il va flouder à tout le monde. À tous ses voisins en fait. Un LSA qui va contenir les informations de ce réseau-là. Et chacun, du coup, vont renvoyer les informations à tout le monde jusqu'à ce que la LSDB de tout le monde soit la même. Ça, c'est super important. La LSDB, donc la liste, la base de données de tous les link states, tous les états de lien, est la même pour tout le monde. Donc tout le monde connaît tous les réseaux de tout le monde et tout le monde a vraiment la même base de données. Ça, c'est important. Du moins dans les versions basiques de SPF, comme on va voir ici. Donc, contrairement à un protocole comme BGP, en fait, on n'annonce pas des routes ici. On annonce plutôt une topologie. C'est-à-dire que on va dire oui, on va pas dire moi je connais la route vers un tel, moi je connais la route vers un tel. Non, on va dire moi j'ai 3 interfaces réseau dont voici les adresses et elles sont dans tel réseau. Et après, quand on agrège les infos de tout le monde, on sait joindre l'intégralité de ces réseaux-là. Mais du coup, contrairement à BGP par exemple, c'est pas des routes qui sont annoncées, c'est vraiment des informations sur les états de lien. Voilà. On regardera à quoi ça ressemble, des LSA. C'est des simples paquets. Alors, je crois que c'est au-dessus du DP ou TCP, je sais plus. J'ai pas marqué ça, donc peu importe. Est-ce qu'il y a des réactions? Non, il n'y a pas de réaction.
très très sage. Ok. Ouais. Ok. On va continuer avec ça. OSPF, il va envoyer plusieurs types de paquets en fait. Et c'est là qu'on va rentrer un petit peu dans le détail. Tranquillement. Il y a les types 1. C'est quoi cette musique? Je vais changer de musique. Voilà. Ok. Il y a plusieurs types de paquets OSPF. Les types 1, c'est les hello. Les hello packets, comme dans à peu près tous les protocoles de routage, ça sert à maintenir l'adjacence et à détecter les voisins. Donc ça, c'est vraiment régulièrement, on envoie des hello à nos voisins et ça permet de voir si le voisin est toujours là. Ça permet de découvrir de nouveaux voisins éventuellement. Donc par exemple, si vous activez OSPF sur cette interface, mais que c'est pas activé sur cette interface, le hello il va être envoyé, il n'y aura jamais de réponse. Puis un jour, si vous activez OSPF sur cette interface, il y a un hello qui va arriver, il y a un hello qui va arriver dans l'autre sens et pouf, on va se dire on peut monter une adjacence, c'est cool. Voilà. Ensuite, il y a les database descriptions. Donc il y a le hello, il y a le database description. Là, on va décrire notre base de données telle qu'on la connaît et on va la comparer. Surtout, cette database, on va la découper du coup en LSA. On va envoyer la liste de nos LSA. On va décrire en fait nos link state. Et on s'assure du coup de la synchro. On vérifie si notre LSDB est la même que nos voisins. Donc on va recevoir nous des LSDB de nos voisins, on va regarder la nôtre et on va globalement s'échanger éventuellement des LSA. Alors la LSDB, elle va pas contenir tout le détail, elle va juste contenir les entrées, enfin un résumé. Ça sert juste à vérifier si on a la même, sans aller dans le détail de exactement quelle interface porte quelle IP, etc. Donc c'est quelque chose d'assez synthétique en fait, une LSDB. Donc on va simplement, donc la LSDB en fait est constituée de LSA, mais c'est vraiment des infos synthétiques. Si on se rend compte que on a reçu une LSDB qui contient un LSA qu'on n'a pas, que l'on ne connaît pas, on va le demander. Ça s'appelle un LSR pour Link State Request. Donc voilà, on reçoit la DBD de notre voisin. On se dit, ah tiens, il y a 3 LSA, mais il y en a un, le dernier, je le connais pas. Bah là, en fait, on va faire un LSR auprès de notre voisin pour qu'il nous envoie juste le LSA qu'il faut. Alors on verra, il y a plusieurs types de LSA. Ça, on le voit juste après. Quand on envoie des LSA, on les met dans un LSU, LS Update. Ok. Donc ça, c'est simplement un paquet qui va décrire la LSA. Donc là, on a vraiment le détail en fait. C'est ça qui contient l'info utile d'OSPF, c'est le LSU. Soit il est floudé, quand là on ajoute un nouveau réseau, on va le flouder. Soit c'est une réponse à une request. Et là, c'est de l'unicast, il me semble. Hein. Et enfin, on a le LSAC. C'est juste pour acknowledge le fait qu'on ait bien reçu la LSA. Par un par LSU. Et on peut hack plusieurs LSA d'un coup. Donc un LSU va contenir des LSA. Et nous, on va pouvoir hack plusieurs LSA d'un coup. Voilà. Alors, me semble-t-il qu'on a un seul LSU par hack, par contre. Ok, donc... Qu'est-ce que j'ai marqué, moi? Oui, que contient un LSA? Un LSA va contenir le routeur ID déjà. Le RID. Ça, c'est une notion qu'on voit souvent en routage. C'est l'identifiant du routeur. Alors, on le note sous forme d'une adresse IP, mais c'est pas une adresse IP. Ça peut être une adresse IP qui appartient au routeur, mais c'est pas obligé. Si votre routeur il a une loopback par exemple en 1.1.1.1, votre routeur ID peut très bien être 10.10.10.10. C'est juste un identifiant. Par défaut, on va prendre la loopback la plus haute. La plus haute ou la plus basse? La plus haute, je crois.
Si on n'a pas de loopback, on va prendre l'interface la plus haute. On a forcément une IP. Normalement, une IP, c'est censé quand même être unique sur un réseau. Mais la bonne pratique, ça reste de configurer le RD manuellement pour bien avoir la maîtrise. Alors en fait, on va plutôt regarder en premier les différents types de LSA parce que leur contenu va dépendre de ce qu'on va mettre dedans. Enfin, le contenu va dépendre de leur type. Mais globalement, il y a différentes infos. On regardera ça dans une capture Wireshark plutôt, hein, le moment venu. Le premier type de LSA. Ah, super. Le type 1, ça va être les routeurs LSA. Les routeurs LSA, c'est les LSA qui vont décrire le routeur et ses interfaces. Donc en fait, ça c'est vraiment l'information qui va être envoyée au voisin pour expliquer notre point de vue local. C'est-à-dire nos interfaces, les coûts associés à ces interfaces, notre routeur ID, etc. L'état des liens, donc la cartographie du routeur. C'est pas relayé, on floute pas ça partout. On donne ça juste à nos voisins. Je me relis parce que... Si, c'est floudé. Pourquoi j'ai mis que c'était pas relayé? Il faut qu'on creuse ça. Il faut qu'on creuse ça tout à l'heure. Dans mes notes, c'est marqué n'est pas relayé. Et après, c'est marqué c'est floudé. Donc retransmis par les voisins. Et ça reste confiné dans l'air. Mais on n'a pas vu ce que c'était que les airs encore. On verra tout à l'heure. Ok, on verra ça plus tard. Le deuxième type, c'est un type que j'aime pas beaucoup. Ça s'appelle les network LSA. Alors on se dit, ah bah c'est là qu'on déclare nos réseaux. Non. En fait, je fais juste la parenthèse ici au-dessus. Ça peut arriver dans des cas un peu étranges qu'on ait plusieurs routeurs sur un même LAN. C'est un peu moche ce que je fais. On va représenter un LAN comme ça et on va mettre un routeur là, un routeur là, un routeur là. Ouais. Et du coup, ok, après il y a différents réseaux, etc. Là il y a notre routeur, tac tac, un autre routeur ici, etc. etc. Puis là c'est pareil, peut-être qu'ils sont connectés comme ça, etc. etc. Le problème en fait c'est ce LAN là. Ouais, super. Ce LAN là, il va contenir... C'est pas vrai. Bref, ce LAN là, il va contenir plusieurs routeurs. Et ça va poser problème. Parce qu'en fait, il va falloir déterminer un routeur qui va se charger d'échanger les informations avec les autres routeurs des autres LAN. Ça simplifie en fait. Parce que sinon, on aurait beaucoup trop d'adjacence. Il faudrait que tout le monde pire avec tout le monde. Et imaginez un réseau avec tous ces routeurs là sur le même LAN. Il faudrait que tout le monde pire avec tout le monde. Donc là, on est en N-1 sur 2. C'est l'enfer absolu. Etc. Donc là, en fait, c'est un peu comme un route réflector en BGP. Tout le monde va pirer avec un routeur qui sera le routeur designated, s'appelle. Mettons, c'est lui, c'est le boss. En fait, les peerings, ils vont se faire uniquement avec lui. Grâce à une adresse IP de multicast spéciale. Et de la sorte, on limite le nombre de peerings. Et c'est lui qui se charge des annonces hors réseau. Et les autres à l'extérieur du réseau, alors est-ce qu'ils peuvent pirer avec lui? Ça dépend. Mais ça va devenir une sorte d'entité OSPF à part. Enfin à part. C'est pour simplifier. Alors, j'ai jamais vraiment trop rencontré de cas dans la vie réelle, jamais, où il y a plusieurs routeurs, sauf pour faire de la redondance, et auquel cas on en a deux. Mais en fait, on a toujours deux. Il y a toujours deux routeurs sur un lien, forcément. Généralement, ce qu'on fait, c'est que de toute façon, il n'y a que deux routeurs sur un lien. Ici, il n'y a que deux routeurs. Ici, il n'y a que deux routeurs.
Donc ce qu'on fait, c'est qu'on n'utilise pas ça, on n'utilise pas la notion de routeur désigné. On met l'interface en mode point to point, et ça évite d'avoir une désignation une désignation de designated router. Bon, on va pas passer beaucoup de temps là-dessus parce que là aussi, moi, j'ai des doutes et il faut qu'on creuse cette affaire. Je pense que dans mes notes, j'ai des trucs là-dessus, mais j'avoue que... Ouais, ok. Donc, les types network, ils vont être générés par le DR, du coup, le designated router. Pour lister tous les routeurs d'un réseau sur lequel il y en aurait plusieurs. Donc là, il y a un switch. Il y a un switch avec 3 routeurs. Et ben, le LSA type 2 va lister tous les routeurs qui appartiennent à ce réseau. Et c'est ça qui simplifie en fait. C'est pour que des autres réseaux comprennent la topologie en fait. Et c'est aussi pour que tous les autres routeurs que le designated router. Alors en réalité, il y a un designated et il y a un backup designated router. Et ils vont tous pirer avec les deux. Voilà. Mais il y a aussi les others. Les others, c'est les autres routeurs. Donc par exemple, là j'aurai le designated. Là j'aurai le backup designated. Et puis lui c'est un other. Et ben tous les others en fait, ils ont besoin de ces LSA type 2 pour comprendre qu'ils font partie d'un réseau avec plusieurs routeurs dedans. Et du coup, c'est comme ça qu'ils peuvent simplifier les calculs derrière. Mais j'avoue que j'ai du mal à voir comment ça s'interface avec le reste du monde. Parce que sur un réseau très simple où il y a 2 routeurs comme ça, bon, c'est une chose, mais le routeur qui serait ici, il n'est pas directement connecté à ce routeur-là. Alors comment exactement... Où vont les LSA type 2 en fait? Les 1 et 2 ils sont pas hyper clairs pour moi. Pour moi là, le 1 ça va, même si j'ai des doutes sur est-ce que c'est floudé ou pas. Mais le network, j'ai toujours eu un peu de mal avec ça. Il faut que je creuse. J'ai marqué utile pour que les others comprennent qu'ils appartiennent au même L2. Quand c'est le cas. Ok. En gros, les deux là, les 1 et 2, ils vont construire la topologie. Ils construisent la topologie d'OSPF. C'est eux qui vont vraiment, en s'échangeant les informations au sein de notre aire, on verra ce que c'est qu'une aire tout à l'heure, ça va construire la topologie. C'est grâce à ça qu'ils vont permettre de comprendre toute la carto du réseau. Mais il y a d'autres types de LSA. Mais pour les comprendre, il faut qu'on regarde en fait ce que c'est qu'une aire. Alors, imaginez, ça c'est un réseau qui va contenir tout un ensemble de routeurs avec un éventuel maillage. Ok. À côté, on a un autre réseau. Ben, en fait, ça va être une autre aire. Et on va relier les deux aires entre elles. Avec un routeur entre les deux. Et on va voir la même chose ici. Avec une autre aire ici. Comme ça. Et en fait, c'est comme ça qu'on va scaler au SPF. L'idée, c'est que quand on a trop de réseaux, on va avoir trop de LSA dans tous les sens et la carto, elle va être immense. Le problème de ça, c'est que le calcul des routes va être super... Enfin, le calcul de la topologie, du coup, à chaque fois qu'il y a un changement, va être lent. À chaque fois qu'on ajoute ou qu'on enlève un réseau ici, faudrait que, si ça c'était dans la même aire, faudrait que
bah, faut que tout le monde recalcule la topologie totale. Alors Dijkstra c'est un algorithme qui marche bien, mais ça passe pas à l'échelle ça. Quand on a des centaines de routeurs, c'est plus possible. Le moindre changement de topologie, un câble qui se débranche ou quoi, boum, faut que tous les routeurs recalculent la topologie globale, que les LSC soient floudés partout, etc. Donc généralement, ce qu'on fait, c'est qu'on a une aire principale qui s'appelle le backbone, et on a des aires, on va dire secondaires, qui ne sont pas le backbone, mais qui sont connectées au backbone. Et les aires ne sont pas connectées entre elles. Pour moi, ça, c'est pas possible. Toutes les aires doivent être connectées au backbone. Donc pour résumer, tous les routeurs au sein d'une aire se connaissent, mais ils ne connaissent pas ceux des aires voisines. Donc là, on a quand on regarde les LSDB de ces routeurs-là, c'est la même partout et ça décrit tous ces routeurs-là. Quand on regarde alors, y compris d'ailleurs ce routeur-là. Ce routeur fait partie des deux aires. Voilà, ça s'appelle l'ABR. Area Border Router. Donc, ce routeur fait partie des deux aires. Mais les autres routeurs, eux, ne connaissent pas du tout les informations qui sont sur les autres, qui sont dans les autres aires. Elles ne connaissent pas forcément leur route, elles ne connaissent pas forcément leur routeur ID et la topologie. Donc la topologie, qui est construite par les LSA type 1 et 2, c'est uniquement au sein d'une aire. Du coup, on va avoir besoin d'un type de LSI spécial qui sont les types 3 pour comprendre les informations, connaître les informations utiles des autres aires. Donc par exemple, notre routeur de bordure, il va envoyer un type 3 que je vais représenter en vert. Il va injecter un type 3 dans l'air. Et ce type 3, c'est pas une description de routeur ou quoi que ce soit. Là pour le coup, c'est vraiment des routes. C'est vraiment des préfixes qu'il va annoncer. C'est les préfixes qui sont issus de la LSDB de cette aire-là. Ça, c'est les LSC de type 3 qui permettent d'annoncer des informations de routage à une autre aire. Et là, on a un comportement qui est quasiment vecteur distance. Donc, on n'a plus une topologie, on a une info qui nous dit si tu veux joindre tel réseau, tel réseau, tel réseau, il faut passer par moi. Ok ? Ça, c'est les LSC type 3. Et c'est pour ça qu'il fallait qu'on voit les aires avant. Donc, question design. Sur les petits réseaux, une aire suffit. Pour les gros réseaux, il faut découper en aires. Bon, super. Qu'est-ce que c'est petit, qu'est-ce que c'est grand? Ça dépend du matériel, ça dépend de plein de trucs. En fait, typiquement, ce qu'on va avoir, c'est qu'on va avoir, mettons, un cœur de réseau qui va être le siège d'une boîte avec le cœur de réseau, etc. Donc on va avoir quelque chose d'assez structuré comme ça. Et on va avoir en fait des agences qui vont être connectées. Et ces agences, en fait, c'est des aires. Comme ça. Et on va voir plus tard à quel point on peut rendre les agences vraiment agences. Ça veut rien dire du tout, mais on en reparlera. En fait, sur les gros réseaux, Dijkstra est lent. Il prend beaucoup de mémoire et surtout, comme je disais, un petit changement implique un recalcul global. Je vais essayer de pas trop tourner ma tête pour lire mes notes parce que... Hop là. Je sais que le son après il est pas ouf. Ouais, il y avait une recommandation qui était à partir de 15 routeurs, il faut faire des aires différentes, mais c'est une vieille recommandation avec des processeurs limités. Donc, à prendre avec des pincettes. Donc, on peut définir une aire par l'ensemble des routeurs qui partagent la même LSDB. Ça peut être intéressant sous cet angle-là. Ok, donc. Ouais, alors les aires doivent être contiguës, pas morcelées, c'est-à-dire qu'on ne peut pas déclarer ce routeur dans l'aire 2 si on déclare ce routeur dans l'aire 2, non. Ça, c'est pas possible. Là, on aura peut-être l'aire 4. Là, l'aire 2. Et l'aire ici, c'est l'aire 0, toujours. Ça s'appelle le backbone. Backbone.
Ok. Donc ouais, j'ai un petit schéma. Non, je vais aller chercher ailleurs. Un petit schéma qui permet justement de détailler, enfin de montrer visuellement quand est-ce qu'on va utiliser des airs. Et typiquement dans le cas... Pourquoi ça marche pas? Ah oui, je vais prendre une capture d'écran parce que... Voilà, c'est pas génial. En gros, bon c'est ici du livre officiel. Hein. Ici on a le backbone. Et en fait ici on a des... ce qu'on appelle des branches. C'est des agences ou c'est des subdivisions. Voilà. On va être connecté de cette façon-là. Alors là, il y a un ABR pour plusieurs airs, hein, mais en réalité, on peut avoir plusieurs ABR au niveau de notre backbone. Ça dépend du design. Bon, voilà. Ok. Alors, revenons aux différents types. On a dit qu'on avait besoin de type 3. Avec les types 1 et 2, on arrive à avoir une carto de notre air. Et avec les types 3, on arrive à avoir des échanges inter-air. Ça, on l'a vu. Dans les deux sens, hein. Type 3, type 3. Et comme ça, la LSDB se met à jour. Maintenant, il y a encore un scénario qu'on n'a pas étudié. C'est si on a un réseau non OSPF, un réseau externe. Donc par exemple, je mets un routeur ici qui est connecté, ça peut être à de l'EIGRP par exemple, ça peut être du BGP, peu importe. Et bien, ces routes-là, c'est pas des routes OSPF, il n'y a pas de métrique OSPF associée, donc on ne sait pas trop les joindre, ces aires-là. C'est pas des aires en fait, on ne sait pas rejoindre ces réseaux-là, pardon. Ouais, fatigue, hein. Moi aussi, ça me fatigue au SPF. C'est compliqué. On a donc besoin d'un nouveau type. Encore une fois. Cette fois, c'est un type 5. Oui, c'est pas un type 4. C'est normal. Et donc, ce routeur-là, qui est l'ASBR, il va envoyer des types 5 dans le réseau. Ces types 5, ils vont dire, bah voilà, moi j'ai des réseaux externes, voici comment, enfin voici les... Ben voici la liste. Et là j'ai un doute sur un truc. Ouais, c'est ça. Donc lui, voilà, il est content, il va générer ces types 5 dans l'air. Mais maintenant, ces types 5, on aimerait bien les transférer aux autres airs. Alors, on peut le faire, ça reste des types 5. Sauf que cette fois-ci, il y a un problème. C'est que ce routeur-là, on ne sait pas le joindre. Ah oui, c'est un routeur précis. Autant là, tout à l'heure, quand on avait les types 3, le routeur de bordure, l'ABR, bah, il nous disait... Moi, enfin... Qu'est-ce qu'il dit l'ABR lors d'un type 3? C'est une bonne question. Est-ce qu'il dit qu'il faut passer par lui ou est-ce qu'il se contente de relayer? Non, c'est lui qui génère les types 3, l'ABR. Il les retransfère pas, il les génère. Alors que là, dans le type 5, c'est ce routeur-là qui génère le type 5. Et pour moi, il est retransféré. Il n'est pas modifié par l'ABR. C'est peut-être une bêtise, hein, j'en sais rien. Mais du coup, le type 3, il est composé de quoi, le type 3? Il résume les routes d'une aire à destination des autres aires. Il liste les réseaux. Pas d'infos, voilà. C'est ça.
pas d'infos sur les routeurs ID originaux. C'est-à-dire que quand la BR dans un type 3, quand la BR dit bah voilà, il y a 192.168.0.0 qui est par là. Il donne son RID à lui, son routeur ID à lui. Donc on sait que pour joindre ce réseau-là, il faut joindre la BR. C'est la passerelle en fait. Mais pour un type 5, c'est différent. Parce qu'un type 5, c'est un routeur qu'il a émis que nous, on ne connaît pas. Le RID, le routeur ID d'un type 5, on ne le connaît pas. Parce qu'il n'est pas dans notre aire. Alors que le routeur ID de la BR, on le connaît. Il est dans notre aire. Mais là, ça veut dire que ce routeur-là, qui reçoit un type 5, il reçoit un type 5 de la part de 1.1.1.1. Mais 1.1.1.1, il ne sait pas où il est. C'est lui. Hein. Il ne peut pas le joindre. Il ne connaît pas ce routeur ID là. Et encore une fois, c'est pas une IP. Hein. C'est un routeur ID. Donc du coup, comment il va faire? Eh ben, on va utiliser le type 4. Et le type 4, c'est comment joindre l'ASBR en question. Donc, ça s'appelle un ASBR Summary LSA. D'ailleurs, j'ai pas fini mes trucs là, mais le type 3, ça s'appelle un Summary LSA. Alors, ça n'a rien à voir avec la summarisation réseau. Summary LSA. Le type 4, c'est un ASBR Summary LSA. Le type 5, c'est un AS External LSA. Voilà. Donc le type 4, il est généré par l'ABR de l'aire de l'ASBR. Donc en gros, le type 4, il est généré par lui. Lui, c'est l'ABR de l'aire où il y a l'ASBR. D'accord? Il indique aux aires voisines comment joindre l'ASBR à l'origine de type 5, car le routeur ID de CLSA sera celui de l'ASBR, inconnu des autres aires. Ça, c'est ce que je viens de dire. Il indique que cet ABR, donc lui, est le next stop pour joindre cet ASBR, dont on ne connaît que le routeur ID. Donc en fait, le type 4 va être généré là, dans cette direction-là, par lui, pour annoncer qu'il faut passer par lui pour joindre le routeur ID 1111, qui est le routeur ID de la SBR. Et nous, on a reçu un type 5 qui dit bah, pour joindre tel réseau externe, il faut aller voir du côté de 1.1.1. Et donc, on a cette fois les deux infos. On a l'info quel est le routeur ID de la SBR et on a le next stop pour joindre cette SBR. Ok. Voilà, donc c'est une correspondance en fait entre le routeur ID de l'SBR et le routeur ID de l'ABR. Ouais, c'est ça. Donc pour joindre le routeur ID de tel ASBR, il faut joindre le tel ABR. Donc on connaît le routeur ID. Et on le connaît grâce au type 1 et au type 2. Ok. Ok. Alors, on peut encore aller un peu plus loin. Je vais refaire un schéma là parce que ça commence à être très très moche. Faut imaginer un backbone, une aire backbone, avec quelques aires comme ça. Voilà. Et en fait, dans cette aire, il y a... J'allais dire il n'y a rien, c'est pas vrai. Il y a des routeurs avec des LAN et des PC dessus, par exemple. Truc hyper simple. Hein. Ah, j'ai de la pression maintenant. Ah non, j'ai pas de pression. Non. On sait que dans cette aire, ben... il y a... Tout va passer par un routeur ici, un routeur de bordure. Bon, c'est idem ici, c'est idem ici, c'est idem ici. En fait, cette aire, on peut appeler ça un stub. Un stub, je sais plus comment ça se traduit en anglais. Un stub, c'est quoi? C'est un moignon? Stub.
C'est un bout. Ouais, un mognon, ouais. Un morceau. C'est un bout. En fait, un stub, c'est une impasse. Faut voir ça comme ça. C'est un endroit où on a des réseaux, mais globalement, pour sortir ailleurs, il faut passer par le backbone. Toujours. Donc par l'ABR. Ou par les ABR, je n'ai pas précisé, mais on peut avoir plusieurs ABR. Donc, ça va nous servir en fait à optimiser certaines choses. Imaginons, ici, j'ai un réseau externe. Et ça peut être Internet par exemple. Internet, ça va contenir beaucoup de routes. Bon, on va pas les redistribuer dans notre backbone OSPF. Donc on va dire qu'ici, on a un autre backbone EIGRP, peu importe, ou BGP. Voilà. BGP. On va avoir des routes qui vont être redistribuées ici. Comme ça. Potentiellement plein. Potentiellement, c'est des routes d'un data center. C'est un gros truc. Est-ce que notre pauvre stub, il a envie de se farcir toutes ces routes-là? Ça va être des types 5 et des types 4 à chaque fois. Non. Donc on peut simplifier la vie des choses en transformant les types 5. On les transforme en fait en type 3 avec une default. Default. En fait, l'ABR, ici, il va envoyer une default gateway qui va permettre de se débarrasser des types 5. Parce que les types 5, ça va être tout ce qu'on ne connaît pas, en fait. Et de toute façon, il n'y a pas d'autre choix, c'est un stub. Donc ça, c'est utile quand il n'y a pas d'autres réseaux qui sont branchés là. Si là, on a un autre réseau, etc., c'est autre chose, parce qu'il y a des routes qui vont être intéressantes là-dedans, qui vont devoir remonter là-dedans. Mais si on est vraiment dans une impasse, on se dit, bon, on va garder la connaissance du reste du backbone OSPF. Ça, c'est d'autant plus vrai quand on a plusieurs ABR. Donc parfois, il faut bien connaître le... En fait, on peut se dire, ben, mettons, il y a un lien ici comme ça, direct, et puis un lien comme ça, direct. Je fais juste une parenthèse là-dessus sur pourquoi est-ce qu'on garde les types 3 dans un stub. Si celui-ci, il permet de joindre cette R plus rapidement que celui-ci, c'est bien de garder ce niveau de détail. Donc ici, on a deux ABR pour joindre le backbone. Et il y a un ABR qui va être plus rapide pour joindre cette R là, et puis un ABR qui va être plus rapide pour joindre cette R là. Puis lui, c'est pareil. On va dire que c'est plus rapide. C'est juste plus court en termes de nombre de sauts. Hein. Et bien ça, on va le savoir, et du coup, ça nous permettra d'orienter les paquets. Certains vont passer par là, certains vont passer par là. Donc c'est pour ça que un stub, il doit garder le détail de tout notre AS OSPF. C'est important pour justement optimiser le trafic avec ce genre de choses. Parce que si on mettait tout derrière une default, ben on perdrait cette finesse et on aurait juste, bon bah voilà, il y a une route par défaut, c'est celle-ci et on a un seul ABR. Quand on a plusieurs ABR, bah, on aime bien garder le détail de la structure d'OSPF. Savoir quel ABR peut nous permettre de joindre quel réseau en combien de sauts. Alors du coup, ça veut dire qu'il y a une notion de métrique hein, qui est propagée dans l'ABR. Et ça, j'aimerais bien creuser. Type 3. Métrique. Est-ce qu'il y a une métrique dans les types 3 en fait? Est-ce qu'on annonce une métrique? Je pense que oui. Ce qui permet à deux ABR d'annoncer une métrique différente pour joindre les différents réseaux de la SOSPF. Je sais pas ce que vous en pensez. Ok. Du coup, en déclarant cette R en stub, on se simplifie toutes les routes redistribuées, on les dégage et on annonce une default. Donc lui, l'ABR ici, on va dire qu'il n'y en a qu'un, ça commence à devenir illisible à nouveau. L'ABR va simplement envoyer un type 3 qui dit bah, 0,0,0,0/0 router ID Intel. Et router ID Intel, bah, il va mettre son router ID. Donc pour joindre tous les réseaux, on passe par moi.
hors réseau OSPF. Et si on se dit non mais c'est vraiment stub et je veux vraiment pas avoir le détail sur l'AS parce que moi j'en ai absolument rien à faire, je sais que j'ai un ABR, il y aura toujours un ABR, on veut se simplifier la vie. Et ben là on passe sur ce qu'on appelle une totally stubby area. Donc c'est plus une stubby area, c'est une totally stubby area. Ça veut dire qu'elle est complètement stubby et ça veut dire qu'on n'a plus que des defaults. Voilà. Donc on a quoi comme air? On a des airs standards, on va dire. On a dont le backbone. On a des airs stubby. On a des airs totally stubby. Est-ce qu'il y a autre chose? Oui, il y a autre chose. On peut encore aller plus loin. Si cette air-là, bon, elle est stubby. Parce que c'est une air qui n'est pas le backbone, qui a un ABR pour joindre le reste du réseau, etc. Oui, mais cette air-là, en fait, bah, elle aussi, elle a un réseau externe. Et c'est pas le backbone. Tout à l'heure, le réseau externe était dans le backbone. Hein. Il était lié au backbone. Donc ici, on peut avoir un autre. Mettons, hop, ici on a le DC. Par exemple, c'est connecté au DC. Il y a plein de routes qui sont redistribuées en BGP. Dans cette aire-là, par exemple. Du coup, cette aire, elle est un peu spéciale. Parce qu'elle nous permet... C'est un stub, c'est-à-dire qu'on va dégager les routes externes et on va mettre une default à la place. Quoique non, je dis une connerie, il n'y a pas de default pour une NSSA. Je suis en train de m'embrouiller. Ouais, c'est ça. En fait, là, l'idée, c'est que on veut pas forcément apprendre les routes externes d'ici, là. Ces routes-là, en fait, on s'en fout. C'est même pas qu'on veut les synthétiser. Enfin, les synthétiser. Les mettre derrière une default. C'est juste qu'on a envie d'intégrer des routes externes dans l'OSPF. Et les autres routes externes, on n'a pas forcément envie de les apprendre. On veut pas les apprendre. On a probablement d'autres moyens de les apprendre, d'ailleurs. Ça s'appelle une NSSA. Pour Not So Stubby Area. Ok. Donc bon, là ça commence à devenir n'importe quoi. La première fois que j'ai lu ça, j'ai halluciné. Donc on a des stubs, on a des stubby, enfin des totally stubby, et on a des not so stubby. Donc pas tant stubby que ça. En fait ça c'est typiquement vous avez une agence qui a son propre, mettons, elle a un DC l'agence. Elle redistribue le DC qui est par exemple en BGP dans OSPF pour diffuser les routes du data center dans OSPF. Mais elle a son propre moyen d'accéder à Internet par exemple. Donc on n'a pas envie d'avoir une default, on n'a pas envie qu'Internet passe par notre backbone OSPF. Donc là par exemple tac tac tac, et puis ici on a un accès à Internet. Et on a une redistribution. D'ailleurs non, ça serait pas là. Je dis une bêtise. BGP pour le data center par exemple. Et on aurait un accès à Internet, que je vais changer de couleur à nouveau, avec un routeur qui est ici et qui nous donne accès, hop là, à Internet. Donc cette aire là, elle a son propre accès à Internet. Elle n'a pas envie donc d'avoir une default pour les réseaux externes. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va pas lui donner les réseaux externes tout court. On va dégager tout ce qui est type 5. Et on va, donc, parce que les types 5 de toute façon sont interdits dans les stubs. Et ça c'est une sorte de stub. Bon courage pour suivre les schémas là. Hein. Heureusement il y a le replay. Qu'est-ce que j'étais en train de raconter? Je sais plus. Oui, on n'a pas envie de recevoir les réseaux externes parce qu'on a notre propre accès Internet. Donc voilà. Mais on a envie de redistribuer, ben, malgré tout, des réseaux externes à OSPF dans notre aire et dans le backbone OSPF. Et donc pour ça, on va utiliser des types 7. Bon, les types 6 existent, mais on va pas en parler, je sais plus trop ce que c'est. Les types 7, ça permet à une aire qui est NSSA, Not So Stubby Area, de redistribuer des routes de réseau externe dans OSPF
dans un réseau du coup qui est stubby. Parce qu'une NSSC c'est stubby. Et une fois qu'elles sont redistribuées, ici ces routes, elles deviennent des types 5 dans le backbone. Et donc c'est des types 5 à nouveau dans les autres aires. Et donc accompagnés de leur type 4. Et donc l'ABR ici, c'est son routeur ID qui va... Enfin c'est l'ABR ici qui va générer les types 5 associés. Parce que les types 7 ne peuvent pas exister dans le backbone. Puisque les types 7 c'est uniquement dans une NSSL. Donc on a des types 7 qui vont arriver dans la NSSL. Et ils vont être traduits en type 5 et en type 4 dans le backbone. Et diffusés dans les autres aires. Néanmoins, on a peut-être envie, on n'a peut-être pas Internet par ici. Hop, si je fais ça, et qu'on veut effectivement une default, on peut aussi, et il suffit de configurer un petit truc au niveau de la BR ici pour dire, ben, je veux bien envoyer une default en type 3, parce que c'est de la type 3 la default, c'est simplement... Bah pour joindre tel réseau 0000, il faut tel RID, tel routeur ID, et le routeur ID c'est celui de la BR. On envoie ça, alors non pas dans BGP, hein. On envoie ça dans l'air. J'étais un peu loin là. Hop. Une default comme ça, en type 3, via la BR. Pour résumer, eh ben, tous les réseaux de type 5. Alors les réseaux de type 5, à la base on les mettait pas dans la NSSL, la NSSL s'en foutait. Mais là, en fait, on lui permet de les avoir. Parce qu'elle, elle n'a pas, par exemple, son propre accès Internet. Et là, on parle alors de Totally NSSA. Un peu comme une Totally Stubby. Un peu comme une Totally Stubby Area. Qui, elle, reçoit une default pour tout ce qui est hors de son aire. Bah là, c'est pareil. La Totally NSSA reçoit une default pour tout ce qui est hors de son aire. Mais... elle sait injecter des types 7 et donc des types 5, donc des réseaux externes dans OSPF. Voilà pour les types d'air OSPF. Alors il y a plein de façons de s'amuser avec ça, mais je pense que j'ai donné 3 exemples avec, bah voilà, il y a des agences. Les agences généralement elles sont totally stubby. Si elles ont leur propre accès internet, elles vont pas être totally stubby, elles vont être simplement stubby. C'est-à-dire que elles ne voudront pas avoir... Non, je suis en train de dire une bêtise, en fait. Si on a, par exemple, ça. Encore une fois, c'est pas des cours. Je réfléchis en même temps. Hein. C'est pour ça que c'est pas préparé. Si on a un backbone, et une aire avec une agence. Cette agence, elle a accès à Internet. Elle veut récupérer. On va faire un truc simple. Voilà. Elle veut récupérer les routes du backbone. Enfin, les routes de tout la SOSPF en fait. Donc ici potentiellement il y a une autre aire. Elle veut récupérer les routes de ce routeur là. Tac, ça c'est un PC. Touc. Et puis là il y a un autre routeur qu'on va connecter comme ça. Qui lui a accès aussi à internet. Donc là on veut récupérer quoi? Bah là il n'y a pas de redistribution. Alors on va pas redistribuer internet là-dedans. Donc ça c'est pas possible déjà. Mais on va dire que malgré tout il y a des routes externes qu'on n'a pas forcément envie de récupérer. Voilà. Bah en fait, est-ce que c'est un stub? Moi je la verrais bien en stub parce que voir en totally stub. Mais est-ce que... Je pense qu'en fait si on veut vraiment filtrer spécifiquement, il faut faire des route maps ou des choses comme ça. Ça dépend ce qu'on veut récupérer finalement. Mais faut bien imaginer que on n'a pas forcément envie d'avoir une totally stubby. Totally stubby c'est... il n'y a pas ça. Il n'y a pas ça.
Bah là c'est du Totally Stubby. On s'en fout du détail, de toute façon on passera par la BR. Ouais. Mais du coup, est-ce que si on a des réseaux, etc., mais qu'on veut pas forcément redistribuer dans OSPF, ici, finalement c'est pas un stub. C'est ça en fait. Pour moi là c'est pas un stub, et donc on récupère tout. Et donc c'est une aire classique, qui n'est pas stubby. On connaîtra la topologie OSPF, on connaîtra les routes externes annoncées par ici. On pourra les comparer éventuellement avec les routes externes annoncées ici. Et c'est ça. Donc voilà, donc il y a plein de façons de faire suivant les cas. Donc je relis rapidement mes notes pour les différents types d'aires. Une aire standard, il y a des LSA 1 et 2 à l'intérieur, des LSA 3, 4 et 5 entre les aires. Un stub, c'est une impasse, il n'y a rien derrière. En plus des LSI type 1 et 2, internes du coup, on reçoit de l'extérieur des types 3 pour les autres réseaux du domaine OSPF. Donc les routes qui sont redistribuées. On a une default pour summarize les réseaux externes, qui est annoncée par la BR en type 3. Mais on continue de recevoir les types 3 des autres réseaux OSPF. Hein. Ça c'est du stub normal. C'est la BR qui indique que l'aire est un stub. Donc en fait, comment on configure une aire en stub? En fait, l'aire elle sait pas qu'elle est stub. C'est la BR qui est au courant qu'elle est stub. Et c'est lui qui dit cette aire elle est stub. Mais les routeurs à l'intérieur ils sont pas configurés comme étant stubby, ils s'en foutent. En fait. Ils reçoivent une LC type 3, donc ils peuvent un peu s'en douter. Parce que voilà, mais en soi il n'y a rien d'autre de particulier au niveau configuration à faire. Il n'y a pas de LSC type 5. Oui, parce qu'ils sont traduits en type 3. Et c'est utile quand on a potentiellement plusieurs ABR vers le backbone pour choisir le meilleur chemin. Parce qu'on connaît le détail du domaine OSPF. Donc ça c'est un stub tout court. Souvent ce qu'on fait c'est des totally stubby, donc ça c'est pareil, LSA type 1 et 2, ok. Mais pas de 3, de 4 et de 5. Enfin pas de 3. Si, il y a des 3, mais il y a une 3 qui est une default. Ok. C'est utile quand on n'a qu'un seul ABR, où là on se pose vraiment pas la question par où on passe. Il y a un seul... Pour tous les réseaux qu'on veut joindre, de toute façon il y a une seule porte de sortie, c'est l'ABR. Ben on envoie une default. Au lieu d'avoir tout un ensemble d'informations qui arrivent et qui remplissent les tables, pour rien, on a une default, on se pose pas de questions. Ensuite il y a la not so stubby area. C'est nécessaire quand on veut un ASBR dans une stubby. Donc on veut redistribuer ces routes externes dans SPF et forcément apprendre les autres routes. Les types 5 sont interdits, donc pas de réseau externe. Mais on autorise le type 7 qui sera transformé en type 5 dans l'autre sens, quand on sort de la NSSA. Il faut déclarer la zone comme étant NSSA. Donc au moins sur la SBR de la NSSA, il faut vraiment dire que c'est NSSA. Et je pense qu'il faut le dire sur tous les routeurs pour qu'ils acceptent les types 7, à mon avis. Et surtout, OSPF ne veut pas redistribuer si on est stub, parce que un stub il ne redistribue pas. Donc il faut vraiment préciser qu'on est en NSSA pour permettre la redistribution. Alors par défaut, on ne reçoit pas du tout les routes externes. Et typiquement, voilà, c'est ça, c'est le cas où on est dans une branche avec un accès Internet. Et qu'on a des réseaux à annoncer. Si on veut pousser une default sur l'ABR de la NSSA, il faut l'indiquer. Il faut mettre une commande sur Cisco qui s'appelle Default Information Originate qui permet d'indiquer à l'ABR de pousser une default en type 3 si on veut faire ça. Oui, mais ça, c'est une totally NSSA. Pourquoi j'ai mis ça? Ah oui. Oui. Si on fait default information originate, ça pousse une défaut pour les réseaux externes. Donc ce qui devrait être les types 5. Parce qu'une NSSA, c'est une stub. Dans une stub, il n'y a pas de type 5. Les types 5 sont traduits en type 3 default. Donc, dans une NSSA, si on veut malgré tout les envoyer, on met default information originate, auquel cas on envoie bien les types 3 comme d'habitude, mais
on envoie une default pour les réseaux externes. Et la Total INSSA, c'est tous les réseaux externes comme OSPF sont envoyés sous la forme du default type 3. Mais par défaut, une INSSA ne connaît pas les autres réseaux externes introduits ailleurs. Voilà. Ok, donc là, on a vu quoi? On a vu les différents types, je les rappelle. Type 1, routeur. LSA. Donc une description du routeur, du routeur ID, des interfaces, des différents coups. Type 2, network LSA. Description des réseaux où il y a plusieurs routeurs à l'intérieur. Donc là, on part vraiment d'un L2 avec plusieurs routeurs. On va les décrire. Dedans, à chaque fois, il y a un DR et un BDR, un designated router et un backup designated router. Ok. Les types 1 et 2 servent à construire la topologie OSPF. Ensuite, on a les types 3, qui sont les summary LSA, qui permettent de décrire, sans donner le détail, les réseaux externes des autres aires. Donc externes, pas externes au sens OSPF, externes au sens de l'air, qui permet de décrire ces autres réseaux et indiquer un moyen de les joindre. Ensuite, on a les types 5 qui permettent de décrire au sein du domaine OSPF des réseaux externes au domaine OSPF. Donc ça, c'est de la redistribution. Et on a les types 4 pour permettre aux routeurs des autres aires de savoir joindre ce qu'on appelle l'ASBR, donc le routeur de bordure, avec un autre domaine, d'un autre protocole de routage. Et enfin, on a les types 7. Les NSSA et LSA qui permettent, c'est un peu comme les types 5, sauf que c'est dans une NSSA. Ok, bon, on a déjà vu pas mal de choses. Ça, c'est la base de OSPF. On peut parler un petit peu de la métrique. Alors la métrique OSPF, elle est un peu problématique parce que elle a été faite à une époque où on avait des interfaces qui n'étaient pas très efficaces, puisque la référence c'est 100 mégas. 100 mégas c'est le max. 100 mégas, en fait, le OSPF, pour calculer le poids, le coût d'un lien, on fait 100 mégas divisé par la bandwidth. Et la bandwidth, bah, en fait, ça correspond normalement à la vitesse du lien. Mais en fait, c'est pas vraiment ça, ça correspond pas à la vitesse du lien, ça correspond à une donnée qui, de base, est calquée sur la vitesse du lien, mais qu'on peut modifier sans modifier la vitesse du lien. C'est un peu étrange, c'est des vieux trucs. Mais si vous avez une interface 10 MB, eh ben, vous avez une métrique de 10. Donc votre lien, il vaut 10. Information, quand vous avez une loopback dans votre routeur, ça vaut 1. On rajoute 1. Quand vous voulez annoncer votre loopback dans OSPF. Si vous avez un réseau 100 MB, eh ben ça va être 1. Alors qu'est-ce qui se passe quand on a 1 giga? Oh là. J'ai pas fait exprès de faire ça. Ok, c'est pas grave. 100 MB. 100 MB sur 1 giga. Bon, ça fait 100 MB sur 1000 MB en fait. Et ben ça, c'est pas égal à 0,1, c'est égal à 1 aussi. Et c'est pour ça que c'est problématique, c'est qu'aujourd'hui on a des réseaux avec du 25 Go, du 40 Go, du 100 Go, voire plus. On va arriver au Tera, enfin voilà. Si là vous êtes en 100 Go, ben ça vaut toujours 1. Et donc on sait pas faire la différence entre une interface 100 Go, ça c'est égal à une interface 100 MB. Au niveau de la métrique OSPF, par défaut. Donc il va falloir modifier en fait les métriques à la main, le coût en fait des liens à la main pour ajuster ça dans le cas d'un réseau où on a des chemins qui valent pas tous la même valeur. Donc l'astuce en fait, ça va pas forcément être de modifier le coût de chaque lien, ça va être de modifier la référence. Si la référence on la met plus grande que le plus gros des liens, bah ça va. Donc mettons on met 1 Tera.
On met 1 Tera, ça fait 1000 gigas. Et donc là, si on a un lien 100 gigs, et ben le lien 100 gigs il va valoir 10 en métrique. D'accord? Donc ça c'est la référence. Ça c'est la bandwidth. Et donc on divise comme ça. Donc en modifiant la référence en fait, on peut s'en sortir. Voilà. En fait, on peut changer la bandwidth d'une interface, mais il faut plutôt modifier le cost. On peut forcer le coût calculé, en fait. Bon, ça, c'est du Cisco, hein, c'est des vieux trucs obsolètes. Après, enfin, OSPF n'est pas Cisco, OSPF est standardisé, mais ça, c'est lié à des vieilles implémentations, en fait. Et donc, le coût d'une destination, c'est quoi? C'est la somme du coût des liens. Donc, allez, on va faire un truc au pif. Voilà. Donc par exemple, pour joindre cette destination là, il y a un réseau. Et mettons, nous on est là. Notre PC il est là, et puis on va rejoindre un PC qui est là. Bon. Lui, il sait que pour joindre ce réseau là, on a un coût. Mettons, c'est 10 à chaque fois. On a un coût de 10. Pour joindre ça. Donc il annonce un coût de 10 à ses deux voisins. Il annonce un coût de 10 ici et un coût de 10 ici. Donc là, il y a un coût de 20 en tout. Pour cette destination toujours. 20 ici, 20 ici. Et donc, bah 30 ici, 30 ici. D'accord. 30 ici aussi. Je vais faire ça. J'ai un lien ici. Et là, ce lien, du coup, ça va être 20. Donc le chemin le plus rapide, ça sera celui-là. Du point de vue de ce routeur-là, on a un chemin qui vaut 20. On a deux chemins qui valent 30. On va prendre ce chemin-là. Bon, si on n'a pas ce chemin-là, bah là, on a deux chemins qui valent 30. Du coup, dans la table de routage, on va mettre deux chemins. On a le droit de faire ça. Ça s'appelle le ECMP pour Equal Cost Multipass. On a deux chemins de coûts identiques, alors on a le droit de l'utiliser. On peut empêcher ça si ça ne nous arrange pas, pour éviter d'avoir du routage asymétrique. Mais on va load balancer nos paquets ici et ici. Alors le load balancing, je vais pas trop rentrer dans les détails, mais c'est pas par paquet, c'est par flux. Hein, pour éviter d'avoir justement du TCP reordering ou ce genre de truc. Un flux va toujours prendre le même chemin, dans un sens. Dans l'autre sens, c'est pas forcément le même. Hein. On maîtrise pas ça. Ok. Bien. Voilà les coûts SPF. On peut pas load balancer quand les coûts sont pas égaux. Contrairement à UGRP par exemple. Alors, quand on redistribue des réseaux d'un autre protocole de routage, il faut voir ce qu'on fait de la métrique. Donc en fait, on va pouvoir la définir manuellement. Et on peut demander à ce qu'elle évolue ou pas quand elle va traverser plusieurs routeurs. Donc par exemple, si ce routeur ici, il est connecté à un autre réseau, EIGRP par exemple, EIGRP, EIGRP redistribue des routes dans OSPF à ce niveau-là. Et donc, il y a deux façons de faire. Soit on dit, bah ok, toutes les routes EIGRP qui sont redistribuées, elles ont une métrique de 100. On peut faire en sorte que cette métrique-là reste stable durant toute la traversée. Donc, lui, au final, il va se mettre à connaître les routes qui ont été redistribuées dans EIGRP avec une métrique de 100. Ou alors, on peut ajouter le coût pour joindre le routeur. Donc lui, il a un coût de 30 pour joindre ce routeur là, donc ça va être 130 à la fin. On a les deux choix.
Ce qui permet d'injecter des mêmes routes à plusieurs endroits dans le réseau et de pouvoir les comparer par ce qui est comparable. Donc suivant la topologie du réseau, ben on se dit ok, j'ai deux façons de joindre ma route externe au sein d'OSPF, mais j'en connais une qui est meilleure que l'autre. Alors que si on les rentre toutes les deux avec la même métrique, voire pire, on a ce routeur là qui l'entre avec une métrique de 100 et on aurait ce routeur là qui est aussi connecté au même réseau qui arrive avec une métrique de 200, ben en fait on va privilégier partir par ce routeur là pour joindre ces réseaux là, alors qu'en fait il faudrait aller par là, ou alors baisser du coup la métrique annoncée sur ce routeur là, mais voilà. Ok, voilà pour la métrique, c'est pas plus compliqué que ça, à mon sens. La difficulté, c'est cette espèce de vieux truc un peu obsolète où il faut modifier la référence. Pour moi, c'est le plus propre à faire. Pour avoir des métriques qui veulent dire quelque chose. Ça, c'est quand on a des liens de taille différente, hein, ce qui n'est pas toujours le cas. Alors, on peut parler rapidement de comment se monte l'adjacence entre deux routeurs. Il y a un moyen mémotechnique. Ouais, c'est ça. Daemon. C'est comme ça? Oui. Voilà. Voilà, c'est quoi ça? Demons in Texas, it heals like fries. C'est un moyen technique pour retenir les différentes étapes de la négociation OSPF. Donc, Demon, c'est down. Donc, en gros, ça veut dire il n'y a pas de. Il n'y a pas d'adjacence. On ne connaît pas notre voisin. In, c'est pour init. Ça veut dire qu'on a reçu un hello d'un voisin qui ne contient pas notre RID. Ça veut dire que notre voisin ne nous connaît pas encore. Donc ça, c'est pas d'adjacence. On n'a pas encore d'adjacence. Donc on a envoyé un hello. Ou pas. En tout cas, on a reçu un hello d'un voisin. Mais dans le hello, normalement, il y a le RID du voisin. Enfin, il y a le RID du voisin et notre RID qui est dedans. Notre routeur ID. Si c'est marqué, je crois que c'est 0000, ben ça veut dire que le voisin ne nous connaît pas encore. Donc il n'a pas reçu encore de hello de notre part. Donc là, on est en init. Cette phase, elle dure rien du tout. Hein, en temps. Ensuite, on est en two-way. Alors, two-way, le voisin répond à un hello en nous ciblant. Donc là, on a effectivement le neighbor ID et notre ID à nous. Le voisin il nous dit ça, nous on lui répond la même chose. Bonjour, tu t'appelles comme ça, je m'appelle comme ça, et l'autre nous répond bonjour, je m'appelle comme ça, tu t'appelles comme ça. À partir de là, on peut échanger des LSA et construire une LSDB. Parce qu'on s'est bien mis d'accord. Enfin, on s'est présenté. Ensuite, il y a Xstart. Je sais plus ce que ça veut dire, Xstart. Mais globalement, c'est l'élection. Élection pour déterminer qui est le DR, BDR. Pour moi, c'est ça. Ouais. Alors, parfois ça bloque ici, c'est quand on a un problème de MTU ou ce genre de truc, une vitesse qui va pas. Enfin, ça bloque souvent à Xstart ou Exchange. Pour moi, Xstart, c'est l'échange. Pour moi, c'est l'élection. Two-way. Alors, Xstart.
Non, c'est bien une notion de maître esclave. Alors à quoi ça sert? C'est pas marqué. Ah. Ouais, il y en a, ils font des articles. Oui, mais encore. C'est une initialisation de la base de données, mais... Mais est-ce que c'est du DR du coup? Mais... Je sais pas qu'est-ce que quelqu'un sait. Est-ce que ça correspond bien à ça? C'est assez dingue ça. Je trouve pas en fait. Troubleshooting, oui d'accord, stock, mais... Bon, technical deep dive. Ah mais c'est la même chose que tout à l'heure. C'est pas vraiment un deep dive ça. Hein. On dirait plutôt un article écrit par de l'IA en vrai. Bon, que dit la RFC? Ouais, c'est pour initialisation de la DBD en fait. Non, parce qu'il y a forcément... Ouais, c'est ça. C'est pour moi, c'est pas le DRBDR parce que ils vont tous essayer de se pirer.
Mais ça va rester dans un certain état. Ah voilà, c'est le master qui commence l'échange en fait. Donc, après la phase Xstart, après la phase Xstart, ah mais ça y est, ça affiche plus. Oh, ouais. Ok. Après la phase Xstart, du coup, il y a la phase Exchange, où là, on va échanger, comme je disais tout à l'heure, les DBD, donc, enfin les LSDB. Donc, on va décrire nos bases de données, mais on va pas donner le détail. Donc, on va pas donner toute la topologie, on va juste dire, bah voilà, moi j'ai tel LSA, tel LSA, tel LSA. C'est une liste simplifiée en fait pour comparaison. Voilà. Et donc chacun va déduire les LSA qui les intéressent parce que c'est un peu comme si on s'échangeait des cartes, des sets de famille quoi. Ah ouais, j'ai ça, moi j'ai ça, moi j'ai ça. Ah bah oui, moi je veux bien celle-là, etc. On résume donc les types 1, type 3, etc. etc. Et c'est le master qui commence. Et loading, c'est là où on va vraiment s'échanger les LSR, donc les link state request. Et donc les link state update. Donc là, c'est là où on va vraiment s'échanger les informations détaillées du réseau. Donc chacun, lors de la phase exchange, va s'échanger lui ce qu'il connaît. Et ensuite, du coup, les autres vont déduire, ah bah voilà, moi j'ai besoin de ça, 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 ça. Et ça, c'est la phase loading. Et on va avoir donc des LSU et des LSHAC. Enfin, des LSR, des LSU, des LSHAC. Ça, c'est ce que je disais tout à l'heure. Et à la fin, donc là, c'est en loading. Et à la fin, merde, qu'est-ce que j'ai fabriqué? Mauvaise manip. À la fin, on a full. Full, c'est-à-dire que la LSDB est complète et identique. Parce qu'en fait, pendant qu'il y en a un qui va récupérer des infos sur un routeur, ben, l'autre routeur, potentiellement, il va en récupérer d'autres vers d'autres routeurs. Donc, tout ça, ça va se mouliner et ça va donner à la fin une LSDB identique partout. Alors, il y a tout un ensemble de prérequis pour que l'adjacence se fasse. Déjà, l'aire doit être la même. On ne fait pas d'adjacence avec un routeur qui n'est pas dans notre aire. Ensuite, donc, alors, les ABR, oui, les ABR, oui, mais les ABR, ils sont dans deux aires à la fois. Ok. Parce qu'on va déclarer tel réseau, il est dans telle aire en fait. Donc, si en face c'est pas dans la même aire, ça va pas marcher. Mais un routeur, il peut être dans plusieurs aires à la fois, sans problème. Les interfaces doivent être dans le même réseau IP. Ça, c'est assez évident. Même si on pourrait s'en passer parce qu'on utilise du multicast. Donc, on peut établir une communication avec nos voisins, même si on n'est pas dans le même réseau IP en fait. Mais là, c'est nécessaire parce qu'il faut qu'il y ait une cohérence quand même. On va publier des link states, donc des états de lien. Si les états de lien ne sont pas cohérents d'un bout à l'autre du lien, ça n'a pas de sens. Les routeurs ID doivent être uniques. Les timers doivent être les mêmes. On n'a pas parlé des timers, mais les timers, il y a un timer hello et un timer dead. Ça va permettre de savoir à quelle occurrence on va envoyer nos hello. Donc, et à partir de quand on considère que le voisin n'est plus joignable. Quand on a reçu 3 hello par exemple. 3 hello de 5 secondes, 3 hello d'une seconde ou autre. Le MTU doit être identique. Les paramètres d'authentification, si on en a mis en place, doivent être les mêmes évidemment. Généralement, c'est pas très avancé ces trucs-là, mais voilà, on peut en mettre en place. Le même network type, si c'est du point-to-point, si c'est différents types de réseaux en SPF. Généralement, la bonne pratique, c'est de mettre du point-to-point parce que, sauf si on a plusieurs routeurs sur le même réseau, ce qu'on appelle un multi-accès. Donc voilà. Et aussi les flags de stub. Ça, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Les aires, elles savent ou pas qu'elles sont stub, qu'elles sont NSSC. Si on a une incohérence à ce niveau-là, ça va pas aller.
Les types de réseaux, du coup, point-to-point. Alors, c'est utilisé par défaut sur les connexions sériales, mais aujourd'hui, on voit plus trop de connexions sériales, c'est plutôt de l'Ethernet partout, j'ai l'impression. Donc, par défaut, Ethernet, c'est pas du point-to-point. Ethernet, c'est un type de réseau multi-accès. Donc, on peut s'attendre à avoir une élection de DR-BDR. Si on est sûr qu'il n'y a que 2 routeurs, on peut passer un point-to-point. Ça optimise un petit peu les choses, hein. Par défaut en Ethernet, on est en broadcast, ça s'appelle. Et là, on découvre dynamiquement nos voisins avec du multicast. On a un DR et un BDR. Et les routeurs qui ne sont ni DR ni BDR ne forment d'adjacence qu'avec le DR et le BDR, mais pas entre eux. C'est vraiment comme un route reflector. Et on a enfin un non-broadcast. Donc là, c'est complètement manuel. Les voisins sont configurés manuellement. Il n'y a pas de multicast de découverte. C'est utilisé pour frame relay X25. Donc sur des vieilles technologies qui sont plus trop utilisées. Voire plus du tout, hein. Frame relay X25, peut-être dans les banques, je sais pas. Donc le DR-BDR, moi ce que j'avais noté, c'est que on peut pas full mesh les adjacences dans un LAN de routeur. Parce qu'il y aurait trop d'adjacences potentiellement, ça fait N-1 sur 2 comme d'habitude. Donc c'est pas possible. Donc on a un designated routeur qui est adjacent à tous les autres dans un segment, donc dans un LAN, et devient en fait le porte-parole du LAN au sein des voisins. Chaque routeur est aussi adjacent au BDR. Voilà, donc on a 2 fois l'adjacence. Et du coup, l'idée c'est que si on perd le DR, le BDR prend le relais. Et il y a déjà une adjacence qui est formée, donc ça va vite. Bon, l'élection, c'est la plus grande priorité d'interface ou le plus grand routeur ID, etc., etc. Bon, ça, on s'en fout un peu. Ah oui, il y a un autre truc un peu étrange, mais pour moi, c'est pas vraiment possible. Ah bah si, c'est ça. En fait, on va prendre un cas où on a le backbone ici, avec un routeur. On a une aire là. Et en fait, on peut avoir une autre aire ici. Alors normalement, toutes les aires sont configurées. Enfin, doivent être accrochées au backbone. Mais là, on a une aire qui est pas sur le backbone. Et en fait, on va faire ce qu'on appelle un virtual link. Ce qui permet de faire une adjacence comme ça, en fait. Donc là, virtuellement, cette aire-là, elle est connectée au backbone via ce virtual link. Parfois, on n'a pas le choix que de faire comme ça pour des contraintes géographiques, hein. On n'a pas directement accès à un routeur du backbone, on passe par une autre aire. Ça s'appelle un virtual link. Voilà, c'est une petite parenthèse parce que j'ai vu ça dans mes notes. Ouais. Ok, je vais mettre quelques schémas. Oh là là. Je vais mettre quelques schémas pour résumer les différents types de LSA. Alors, faut que j'aille récupérer ça. Je sais pas du tout si c'est clair, hein, parce que encore une fois, c'est pas un cours qui est préparé. N'hésitez pas si vous avez des questions, parce que globalement, je relis mes notes et j'essaie de me remettre tout ça dans la tête, sans forcément de préparation. Donc, je conçois que ça soit un peu compliqué à suivre. Alors, le premier type d'air. Bon, ça, c'est des. Voilà, je me suis gouré. Ouais. Ça, c'est le premier. Ça, c'est des schémas que j'ai fait en fait. Pour schématiser les différents types d'air et de LSA. Le premier, c'est ça. Routeur LSA. Description des liens, des interfaces, etc. Donc ici, on a quoi? On a un backbone. On a une aire 1 et une aire 2.
les routeurs LSA sont échangés entre les routeurs des airs uniquement. Donc floudés dans l'air et besoin d'adjacence. Donc pas de communication inter-other. Les Drother là, c'est les routeurs qui ne sont pas designated. Donc par exemple, ces deux routeurs là ne sont pas designated. Donc ils ne pirent pas entre eux. Et donc du coup, ils pirent uniquement avec le DR. Et c'est le DR qui va relayer les informations. Ça ne sort pas des airs. On voit les couleurs sont respectées là. Alors chaque air a une couleur. Donc les types 1, routeur LSA, on ne sort pas. Ici, j'ai représenté aussi un ASBR avec Internet. Pour essayer d'avoir une vue un peu complète, on va dire. Les différents types de... Deuxième, c'est les network LSA. Liste les routeurs d'un réseau multi-accès. Ici, par exemple, on a un réseau multi-accès. Et on va lister les différents routeurs. Bon, là, ça apporte pas grand-chose, le schéma. Mais c'est les DR qui vont envoyer la liste. À chaque fois, on a un DR, là. Sur chaque segment. Le DR, il n'est pas dans l'air. Hein. Il y a un DR par adjacence. Enfin, pas vraiment par adjacence. Par réseau multi-accès. Donc, par LAN Ethernet. À chaque fois, là, il y a un LAN Ethernet qui est ici. Le DR va envoyer à tous ses voisins, enfin non, plutôt dans chaque LAN, il va envoyer la liste des réseaux qui composent ce LAN, afin que chacun ait une vue topologique la plus exacte. Ensuite, on a les types 3. Les types 3, on annonce des routes extérieures à l'air. Donc ici, qu'est-ce qu'on voit? On voit par exemple l'air 1 qui est verte. Son ABR, il va générer un type 3 vers le backbone. L'air 2, pareil, elle va générer un... non, elle va rien faire du tout, l'air 2. Qu'est-ce que je fais là? Si, bien sûr que si. On parle pas des routes externes à OSPF, on parle des routes extérieures à l'air. Donc l'air 2, elle a des routes, elle va les annoncer dans le backbone. Et le backbone, il va les retransmettre dans les autres airs. Donc ici, la flèche bleue, elle indique que le backbone a retransféré un type 3 qui comporte les routes de son air, mais aussi un type 3 qui comporte les routes de l'air ici. On a ici un cas spécial, cette R2 elle est totally stubby. C'est-à-dire que, alors j'aurais peut-être dû... Bah non, je vais pas la mettre en bleu parce que c'est pas vraiment le backbone qui me l'annonce, c'est plutôt la BR tout court. Il annonce une default pour toutes les aires du coup extérieures. Et donc là, comme elle est totally stubby, elle ne reçoit pas les routes de l'air 1. C'est-à-dire que l'air 1, elle a envoyé ses routes au backbone avec un type 3. Mais le type 3, lui, le backbone, il va pas préciser ces routes-là parce qu'on est dans une totally stubby. Donc à la place, l'ABR ici, qui appartient au backbone, il va envoyer une default pour dire bah écoute, toutes les routes en fait, faut passer par moi. Et il n'y a plus du tout le détail de l'air 1 et de l'air 0 ou d'internet. Il n'y a pas ce détail là. Ensuite, une autre indication importante, là j'ai mis une légende, quand c'est des pointillés, c'est un nouveau LSA type 3. C'est-à-dire que lui, enfin l'ABR, il va générer un type 3 à destination du backbone. Pour décrire les routes de l'air 2. Cet ABR là, il va en générer un nouveau. C'est pas le même dans le sens où le router ID qui va être dans l'annonce ne sera pas le même. Ça c'est assez important je pense. C'est pas un simple transfert. On change le router ID parce que le router ID c'est le next hop en fait. Ok, ça c'est les types 3. Avec un cas particulier d'une totally stubby. Si elle n'était pas totally stubby mais simplement stubby,
on aurait les routes de l'ère 1 qui seraient publiées dans cette ère-là. Alors, avant de voir les types 4, on va d'abord voir les types 5. Les types 5, ça ressemble à ça. Les types 5, ici on a des routes, tiens, par exemple ici. Oui, c'est ça. On a une aire, pas forcément le backbone d'ailleurs, qui va être connectée alors à Internet ou à un data center, ou peu importe, à un réseau externe. Cet ASBR, il va envoyer des types 5 dans l'aire ici. Ces types 5, ils vont être propagés sans les modifier cette fois-ci, parce qu'il faut qu'on garde l'information du routeur initial en fait. Il faut qu'on garde le RID, le routeur ID de l'initial de l'ASBR de cette aire-là. Ça va arriver dans le backbone. Le backbone va les redistribuer. Ici, comme c'est un stub, bah c'est un default. On n'a pas le détail. Si c'est un stub. Oui, c'est ça. Un stub, il reçoit les infos de l'ère 1, mais il ne reçoit pas les infos qui seraient entrées dans l'ère 1 via un autre réseau, via un autre protocole de routage. Pour ça, il a une default qui va les résumer. Et en gros, cet ABR, il dit bah tous les réseaux externes, t'inquiète, passe par moi et je saurai les joindre. Il sait les joindre parce que lui, l'ABR, il a reçu le type 5. Si on avait une autre aire non stub, il recevrait aussi le type 5. Faudrait peut-être que je le mette sur mon schéma. Je suis en train de mourir. Donc, le type 5, il est généré par l'ASBR, pardon. Il est transféré dans les autres aires. Et il contient l'information. Ben voici des réseaux externes, mais vraiment externes au SPF. Et voici mon routeur ID. Le problème, je vous disais tout à l'heure, c'est que les autres aires, elles ne connaissent pas le routeur ID. Enfin, elles ne savent pas joindre plutôt le routeur ID en question. Donc on va avoir besoin d'un autre type. C'est le type 4. C'est les infos de joignabilité des ASBR des autres aires. Je vais le mettre là. Alors, bon, il y a de plus en plus de trucs là. Donc ici, l'ABR qui a généré tout à l'heure un type 5. Alors oui, d'ailleurs, je ne l'ai pas précisé, mais ici, on a potentiellement des routes qui viennent d'ailleurs. Alors encore une fois, on ne va pas redistribuer tout Internet dans OSPF, mais on peut éventuellement distribuer une default, par exemple. Mais ici, l'ASBR là, il a généré également des types 5. Hein. Et donc ici, l'ABR qui tout à l'heure a transféré un type 5, il va générer un type 4 qui indique, bah voilà, moi je suis le next stop de ce routeur ID là, que vous avez vu passer. Ça va être propagé partout. Et pour moi, ici il y a une régénération d'un nouveau paquet. C'est-à-dire que l'ABR ici, il va changer le paquet, il va mettre son... c'est ça. En fait, l'ABR là, il dit, bah voilà, pour joindre le routeur ID 1111, dont vous avez vu passer un type 5 qui correspondait à tel réseau, il va dire... faut que je branche mon PC. Il va pas dire ça. Il va dire, dans cette ère-là uniquement, voilà un type 4 qui vous permet de savoir que pour joindre 1111, il faut passer par moi. Lui, il reçoit le message. Donc lui, il sait joindre 1111. Il sait qu'il faut passer par lui.
Et maintenant, lui, il va faire un nouveau message qui va dire, ben pour joindre 1111, il faut passer par moi. Et lui, c'est de joindre 1111, il faut passer par lui, parce qu'il avait eu un type 4 d'abord. Donc pour moi, il y a une régénération du paquet à ce niveau-là, je pense. Ici, on a un stub. Ben, on n'envoie rien au niveau du stub. Pourquoi j'ai mis une croix? C'est quoi ça? C'est un stub. Et oui, les types 5 ne rentrent pas dans les... Les types 4 ne rentrent pas dans les stubs. Oui, les types 4 sont interdits dans les stubs, effectivement. Voilà, c'est ça les différents types de LSA OSPF. Pour finir, on va voir 2-3 notions de design. Bon là, ça fait partie de mes notes aussi, donc ça va être un peu pêle-mêle. Ouais, alors ça c'est du design, mais ok. Alors c'est bien d'avoir plusieurs ABR, mais pas trop parce que sinon on multiplie les types 3. Donc c'est bien d'avoir plusieurs ports de sortie pour passer d'une aire à l'autre. Mais plus on en a et plus on va multiplier les types 3, c'est-à-dire que tous les ABR ils vont savoir de toute façon joindre tout notre réseau SPF. Donc en fait on va doubler, tripler, quadrupler le nombre de type 3 que notre routeur doit gérer à la fin. Donc il faut trouver un juste milieu. C'est bien d'en avoir plusieurs malgré tout, sauf vraiment dans un totally stub. Mais si on peut en avoir deux, je pense que c'est quand même pas mal déjà. Alors attention au flapping qui peut induire un recalcul d'Xtra qu'on appelle le SPF. Donc si on a des interfaces qui flappent, à chaque fois on va devoir lancer un recalcul. C'est hyper pénalisant. Apparemment, on peut utiliser ce qu'on appelle l'IP dampening. J'ai jamais utilisé ça. Faudra que je regarde. IP dampening. Si quelqu'un a déjà vu ça. Voilà. Ah oui, alors attention, ça c'est rigolo. OSPF va préférer le routage intra-air aux routes inter-air, quelle que soit la métrique. Alors ça veut dire quoi ça? En fait, on va prendre un exemple, je vais essayer d'en improviser un. Je fais tomber mon stylo. Il a complètement disparu. Bon, c'est pas très grave à le faire à la main. Donc, imaginons, on a une aire ici, avec un routeur ici, un routeur ici, un routeur ici dans une autre aire. Voilà. Ils sont branchés comme ça. Comme ça. Et on a un lien ici, par exemple. Eh bien, comment je pourrais... Ouais, c'est ça. Si ce routeur-là, il veut joindre ce routeur-là, non, mon exemple est mauvais. Parce que là, il va passer dans l'air ici. Ok, si ce routeur-là, qui est connecté là, veut joindre ce routeur-là, et bien en fait, OSPF, il va préférer faire ça. Comme ça. Donc là, on a un saut, deux sauts, trois sauts. C'est pas terrible. Parce qu'en fait, on peut faire un saut, deux sauts. En changeant d'air. Mais OSPF, lui, va préférer rester dans l'air. Même si le chemin est plus long. En fait, il voit pas que le chemin est plus long. Parce qu'il n'a pas le détail. Il n'a pas le détail parce que
Ben lui, oui, certes, il annonce ce réseau-là en type 3. Il dit qu'il sait le joindre. Mais on sait pas forcément. Enfin, si on sait à quel coût. On sait à quel coût. Alors, est-ce que c'est comparable avec une métrique inter-air, je sais pas. Non, intra-air. Mais dans tous les cas, on va éviter d'entrer et de sortir d'une aire. On va essayer de rester dans la même aire. Faudrait essayer de le laber, ça peut être intéressant. Euh, Donc attention parce qu'on peut avoir des routages suboptimaux comme ça. Alors, quand on est dans un schéma, autre chose, hein, quand on est dans un schéma hub and spoke avec un hub et des spokes, donc ça c'est typiquement le cas d'une agence avec un backbone, donc on aurait, allez, on va faire une aire, mettons comme ça. On a une aire backbone ici. Et c'est pénible mon truc là. Voilà, je vais faire ça. On a un backbone ici comme ça et on a des aires qui sont comme ça. Voilà. Ça c'est vraiment du hub and spoke. Les spokes, donc les routeurs qui sont en bas, doivent être aussi stubby que possible. Donc totally stubby ou totally NSSA si on a besoin de redistribuer. C'est-à-dire vraiment, on va simplifier au maximum. Les spokes, ils en ont rien à faire d'avoir le détail des autres spokes parce que de toute façon, ils passeront par le hub. Donc il n'y a pas de lien entre les spokes, hein, évidemment. Si peu de spokes, on met tout dans le backbone, on s'embête pas. Tout dans l'air 0. Et le hub doit être DR et préférer le point to multipoint. Ça, je l'ai vu tout à l'heure, le point to multipoint. Je crois que c'est un type de réseau. J'en ai pas parlé et j'ai pas d'infos là-dessus. Je sais plus ce que c'est. Network type, point to multipoint. C'est à regarder. Ouais. Je vais l'écrire là parce que. Ok. Et donc, si beaucoup de spokes, le hub est un ABR et on split les spokes dans les airs, comme j'ai fait ici. Voilà. Donc voilà, en gros, on a à peu près fait le tour d'OSPF. Bon, c'était un peu décousu, hein, comme d'hab. Bon, après, les infos de base, protocole ID 89, distance administrative 210, ça on s'en fout un peu. Mais voilà, ce qui est vraiment important, c'est de comprendre pourquoi on fait des airs, comment on les organise et quels sont les différents paquets qui passent à l'intérieur des airs, quels sont les différents rôles des différents routeurs, comment est calculée la métrique. C'est pas si compliqué, mais on peut rapidement avoir des choses un peu complexes quand on commence à avoir des airs, notamment quand on fusionne différents réseaux, ce genre de choses. Donc c'est là où je pense que ça va être compliqué quand on veut faire de la redistribution. J'ai pas parlé de la summarisation non plus. Peut-être toucher deux mots là-dessus. J'ai rien là-dedans. La summarisation. Ben oui, en fait, on peut summariser entre les airs. Donc moi, ce que je vois bien, c'est le backbone qui va summariser aux branches et les branches et éventuellement qui vont summariser au backbone. Oui. Oui, si dans une branche on a un campus par exemple, ça me paraît pertinent de le summariser. On n'a pas le détail, on s'en fout du détail. Et du coup, l'ABR va summariser, va summariser son réseau au backbone. C'est plus simple plutôt que d'avoir des tas et des tas de LSA. Je
pense qu'on peut summariser, ouais, entre les airs. Ouais, ok. Et pareil, évidemment, vers des branches qui sont stubby, c'est là qu'on summarise, mais c'est pour ça qu'on utilise des types 3 default. Ok, alors, il y a 2-3 trucs à creuser du coup. Euh, les types 2 là, le type 2 qui m'énerve un peu. Est-ce que les routeurs LSA, comment est-ce que ça marche exactement? Est-ce que c'est floudé ou pas dans l'air? Je vais me noter ça. Moi je pense que oui. Il y avait ça. Bien revoir les networks, les types 2. Donc oui, c'était les types 1, hein, ça juste avant. Les types 2, les types 2. Faut que je creuse les types 2, il faut que je lave. La métrique des types 3 est-elle comparable? Comment ça fonctionne? Je veux voir des types 3. Je crois que c'était tout, hein. Ouais, Xstart, on avait vu à peu près. Creuser Xstart. Ouais, ok. Bon, bah ça marche, super. Je sais pas ce que je fais la semaine prochaine. Peut-être qu'on continue au SPF avec peut-être une partie lab, ou alors on va faire notre protocole de routage à ISIS. Ou bien ça serait peut-être plutôt de la révision. J'ai peur que la révision, enfin de l'apprentissage en fait, parce que bon, ça c'est de la révision un peu à l'arrache. J'ai peur que du vrai apprentissage, des choses que je connaisse pas, je me fasse flag parce que je vais plus partager des livres qui sont payants, que j'ai en PDF légalement. Euh, je sais pas, faut que je me renseigne. Est-ce que je peux faire un stream sur un chapitre d'un livre ou pas? C'est une question, ouais. Si c'est le cas, ça peut être intéressant parce que il y aura plus d'une compréhension au fil du stream. Mais ouais, à voir. Ok, dans tous les cas, bah à la semaine prochaine. Et bonne semaine.